Mesdames et messieurs, bonsoir. Entretien entre un journaliste et un acteur politique immortalisé dans un ouvrage. Le monde vu de Materanga, c'est le titre du livre. L'interviewé et l'intervieweur ont les pieds ici, les yeux dans le monde, un dialogue ouvert, sincère, mais également engagé. Les deux protagonistes sont les invités de votre émission Belle Ligne. Ibrahima Thiam, bonsoir. Bonsoir, Papa Lunsa. Vous êtes secrétaire général du Centre de recherche Saint-Antoine à l'IBSERM, Sorbonne Université. Vous êtes également le leader du mouvement politique d'opposition sénégalais, Un autre avenir. Nous sommes également avec un autre collègue. Et il n'y a pas de chauvinisme, mais quand on est entre journalistes, on se dit bonsoir. Bonsoir, Papa Lunsa. Jean-Yves Duval, bonsoir, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, 10 ouvrages écrits. Oui, des exactement. romans, des thrillers, des romans historiques. Une dizaine au total. Il a plusieurs cordes à son arc aujourd'hui. Il a fait cette interview, et entre l'interviewé vous êtes également le directeur du site d'actualité iChrono et de la radio iChrono FM, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et il y a maintenant à peu près 1 an, 2 ans. Mais en revanche, vous voyez, par exemple, le livre est la compilation d'émissions que l'on fait sur une radio de la diaspora sénégalaise dans le monde qui s'appelle Diaspora Vision. Chaque samedi à 12 h. On a un rendez-vous et on pourra vous en parler un peu plus en vous disant d'ailleurs, parce qu'on a un mode de fonctionnement un peu particulier, oui. C'est un 2.0, car on est à 3 endroits différents pour émettre cette émission. Et c'est le résultat de cette émission. Exactement, la toile est un canal pour diffuser un peu les médias. On est à l'ère 2.0. Nous allons commencer par vous, Ibrahima Thiam, avec un thème d'actualité qui ne figure pas dans cet ouvrage, mais qui est essentiel parce que le Sénégal vit ces moments-là. C'est la crise casamançaise. Ça fait plus de 4 décennies. Cette crise-là est latente et l'armée mène une offensive. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de ce conflit casamançais qui dure et perdure? Tout d'abord, en tant que Sénégalais, je me sens très touché du fait que ce conflit perdure depuis des décennies et que tous les gouvernements qui sont passés par là n'ont jamais pu résoudre ce problème casamançais. Ce qu'il faudrait faire, c'est aujourd'hui, je n'ai pas la solution, je ne prétends pas avoir la solution, mais la revendication faite par certains doit être entendue. Et l'obligation aujourd'hui du gouvernement sénégalais, c'est d'assurer la sécurité des Casamançais qui veulent vivre toujours en paix. Exactement. Nous, Jean-Yves Duval, vous êtes journaliste, vous avez fait beaucoup d'interviews dans vos émissions. Pourquoi vous avez choisi un peu d'immortaliser les moments que vous avez échangés à travers un livre? Écoutez, dans le cas de ce dernier livre, donc, on se concerte chaque semaine, en début de semaine, oui, pour savoir quel est le thème. Et le thème, évidemment, on le choisit, ou plutôt je le choisis et je le propose à Ibrahima Thiam, oui, en fonction de l'actualité. Alors, bien évidemment, c'est une actualité internationale, puisque c'est un livre de géopolitique. Mais on essaie aussi, surtout, d'axer sur l'Afrique. Oui. Bien sûr. Il y a des thèmes qui concernent un peu le Sénégal. Oui, bien entendu. Comme les événements du mois de mars. Oui. Les événements du mois de mars, bien entendu, qui, même en Europe, ont été relayés et ont été quelque chose qui a été vécu un peu tragiquement parce qu'il y a eu un certain nombre de victimes à cette occasion, victimes de la rue. Et c'est vrai que c'est toujours des choses qui peuvent nous émouvoir, quelles que soient les opinions publiques, occidentales ou ici africaines, bien évidemment, normalement, sénégalaises particulièrement. Nous parlions tout à l'heure avec Ibrahima Thiam de la crise casamançaise. De loin, vous suivez cette actualité. Quelle lecture externe concernant un peu ce conflit qui est interne? Alors c'est très difficile pour moi, puis vous savez bien, en tant que journaliste, nous sommes plus des observateurs que des acteurs. Ouais. Et en plus, en tant que Français, je ne peux pas m'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal. Je suis trop respectueux, évidemment, du principe d'indépendance de chaque pays. Si je le regarde simplement en tant que journaliste, observateur, c'est vrai que cette situation de Casamance, comme le disait à l'instant Ibrahima Thiam, est toujours inquiétante parce que ça donne lieu à des conflits, ça donne lieu à parfois des victimes et que vraisemblablement on souhaiterait, ici comme dans d'autres endroits de la planète, eh bien, que la paix puisse régner et que chacun puisse s'exprimer tranquillement, en toute liberté, quoi. Exactement. Pensez-vous, Ibrahima Thiam, que la fin de cette crise va passer par les armes, comme ça se passe aujourd'hui, ou par le dialogue? Aucun conflit n'est et ne sera réglé par les armes. Ce qui est sûr, il faudrait que les protagonistes se négocient entre eux. Mais aujourd'hui, quelle est la revendication? Ce qu'on ne sait pas, c'est que d'un côté, il y a les indépendantistes,
ou les pseudo-indépendantistes, parce que pour l'État sénégalais, ce sont des bandits qui veulent rançonner le peuple ou sinon la population casamançaise. Et pour les autres, on a un problème de bois, de cueillette de bois. Et aujourd'hui, nous, en tant que Sénégalais, nous sommes très préoccupés de cette situation catastrophique. Et je pense que la solution ne viendra que par le dialogue. Et c'est par le dialogue qu'on arrive à aboutir à trouver des solutions idoines pour une paix durable. Et nous pensons à ces populations déplacées qui sont actuellement en Gambie, près de 6 000 réfugiés. L'autre actualité, ce sont les événements du mois de mars. Un an après, mars 2021, mars 2022, le dossier il est toujours là, il est toujours chaud. Pourquoi avez-vous choisi un peu ce thème, ce sujet-là, comme entretien avec Ibrahima Thiam, Jean-Yves Duval? Donc là, vous faites allusion aux émeutes du mois de mars, donc à Dakar. Oui, c'est ça. Bah, ça paraissait quand même important. Pourquoi un dossier inévitable. Parce que d'abord, il concerne la politique intérieure sénégalaise. Il y a eu là, à travers cette affaire d'Ousmane Sonko, des réactions qui quand même ont mis un peu en éruption la ville de Dakar, tout au moins une partie de sa population, et notamment de la jeunesse. Et donc, on savait que ça allait avoir des conséquences, non seulement immédiates, mais ça en aura encore pour plus tard. Car il est évident qu'une situation pareille laisse des traces durablement. On ne peut pas avoir assisté ainsi à des affrontements aussi violents, qui a fait des victimes, sans pour autant que ça s'efface aussi facilement que ça. Non, c'est quelque chose qui va, je crois, être encore dans les esprits pendant très longtemps. Pensez-vous que c'est un point noir dans la démocratie sénégalaise qui est lui partout? Alors justement, vu encore une fois, si vous voulez, à mon échelle et d'où je suis... Du journaliste, oui. Oui. Le Sénégal est un pays qu'on admire particulièrement parce que justement il a des racines profondément démocratiques. Ouais. Quand on voit la plupart des pays qui vous environnent, on s'aperçoit que la plupart ont eu des putschs à répétition. Tandis que moi, au Sénégal, depuis l'indépendance, c'est un pays qui vit en démocratie. Et donc dès l'instant où il y a des atteintes à cette démocratie, il est évident qu'on est un peu légitimement inquiet. Et on espère que la situation puisse être établie le plus vite et le mieux possible. En mars 2021, Ibrahima Thiam, comment l'aviez-vous vécu, cet événement du mois de mars? Je l'ai vécu de façon très dramatique. Quand je me rends compte qu'il y a 14 Sénégalais qui sont tombés. Des jeunes de surcroît. Des jeunes de surcroît. Et quand je vois finalement, c'est l'ego de certaines personnes qui ont amené cette situation-là, parce que, je le dis et je le répète dans le livre, c'est que si Ousmane Sonko avait répondu directement à la justice, on n'aurait pas vécu ces genres de situations. Mais je veux interpeller, parce que finalement, je ne veux pas qu'on focalise dans le livre sur ces événements-là. Il y a d'autres thèmes. Il y a d'autres thèmes. Il y a 36 chapitres, et nous avons consacré 7 chapitres pour le Sénégal. Mais ce qui est vrai, pour celui qui connaît le Sénégal... 2 chapitres pour les mois de mars. Après les mois de mars, la tension est toujours vive et les événements du mois de mars non se vivent. Mais jusqu'à présent, on est en train de survivre les tensions du mois de mars. Parce que récemment, j'ai entendu dire dans la presse qu'il y a eu des convocations des personnes qui sont concernées dans le dossier. Nous, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire de la politique sans appeler à la violence. On peut faire de la politique sans... À chaque fois, quand il y a un débat à trancher, on peut le trancher démocratiquement. Nous avons et les atouts, nous avons aussi l'intelligence de trancher nos divergences dans un débat public. Mais arrêtons, et c'est pourquoi je fais un appel aux hommes politiques actuels en leur disant que arrêtons de faire de l'insulte la seule arme politique au Sénégal. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui est courant dans notre société. Mal nommé, c'est ajouter au malheur à ce monde. Camus, vous nommez 2 personnalités que vous pensez qui sont les acteurs principaux de ce qui s'est passé au mois de mars 2021, Ousmane Sonko et Macky Sall. Pourquoi? Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On est en face d'une affaire purement privée. Oui. Au début, oui. Au début jusqu'à la fin. Et d'autres disent que non, c'est un complot. Nous avons en face 2 situations qui s'affrontent, mais qui sont totalement irréalistes. Comment quelqu'un qui se lève de chez lui prend toute la latitude d'aller fréquenter un lieu privé et retourner dire qu'on l'a poussé, c'est du complot. De notre côté également, on soupçonne une certaine instrumentalisation de cette affaire purement privée. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'il ne faut pas ramener dans l'espace public des problèmes purement privés. Vous l'avez posé cette question dans cet ouvrage.
comment comprendre que 14 personnes soient mortes lors de ces événements? Un an après, il n'y a pas encore d'enquête. Alors là, encore une fois, c'est difficile pour moi, en tant que Français, et encore une fois, loin des événements, de répondre à une telle question. C'est plutôt moi qui m'interroge le pourquoi en question. Pourquoi, et donc, vous voyez, je ne peux pas vous apporter de réponse. J'aimerais qu'on ait une réponse, d'abord et avant tout, pour le peuple sénégalais, et même après, pour les personnes qui, à l'extérieur, s'intéressent à l'actualité sénégalaise. Mais là, je vais intervenir un peu, parce que le temps de la justice, quand même, est un temps assez long. Toujours. Il s'avère que... Pensez-vous que le temps est l'ennemi de la justice, ou bien il y a un manque de volonté derrière? Non, parce que si on regarde de près, le juge qui avait le dossier en question est décédé. En l'occurrence, Samba Tal. Et il fallait attendre un certain temps pour nommer un doyen des juges qui va prendre possession du dossier pour convoquer les protagonistes. Mais l'État avait annoncé, par exemple, la mise en place d'une commission vérité et une enquête indépendante. Mais jusque-là, rien n'est encore fait. Mais en vous écoutant, c'est octroyer à un citoyen sénégalais plus de droits que les autres. Non. En quel droit qu'un Sénégalais qui commet un acte ne peut pas attendre le temps de la justice? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, il y a deux choses. On peut faire effectivement une commission d'enquête pour la vérité, mais d'un autre côté, il faudrait laisser la justice faire son travail de manière sereine. Et je pense aujourd'hui, avec les instructions qui sont menées, que la justice commence à reprendre la main. Moi, ce que je déplore, c'est que d'un côté, il y a ceux qui veulent réclamer la signature de la République, et de l'autre, mais qui ne respectent pas les institutions, qui ne veulent pas respecter le contrôle judiciaire, qui ne veulent pas... je parle en l'occurrence Ousmane Sonko. Et de l'autre côté, je soupçonne aussi l'État, je ne suis pas au corps de l'État, d'une forme d'instrumentalisation de cette affaire. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec Karim Wade, ce qui s'est passé avec Khalifa Sall, mais vous le dites d'ailleurs dans le livre. C'est également rentre dans le cadre d'un doute où, très franchement, on se pose la question si l'État ne veut pas s'appuyer sur cette affaire-là pour complètement déclarer Ousmane Sonko comme un candidat disqualifié. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes politiques citoyens, on voudrait une sérénité dans cette affaire. Et la sérénité, c'est laisser la justice faire son travail. Le temps médiatique n'a d'ailleurs jamais été le temps de la justice. C'est pas seulement vrai au Sénégal, c'est vrai partout. Croyez bien qu'en France, sur certaines affaires célèbres d'ailleurs, on est aussi impatient. Et c'est vrai qu'il y a aussi des pressions populaires qui s'exercent souvent, parce qu'on aimerait que les dossiers avancent plus vite. Il y a même des fois, au contraire, où les lenteurs de la justice arrangent, même y compris le pouvoir politique. On l'a vu, nous, dans des différentes consultations électorales de premier plan, comme les présidentielles. Parfois, au contraire, on a accusé la justice d'aller trop vite en besogne, et donc de mettre des candidats, par exemple, lors de précédentes consultations électorales, en difficulté parce que la justice est intervenue, alors que peut-être elle aurait dû laisser d'abord le peuple s'exprimer. Et ça n'a pas été le cas. Donc vous voyez, c'est toujours très difficile. D'un côté, on est impatient, et de l'autre côté, comme le dit Ibrahima, la justice a ses raisons aussi de prendre son temps. On ne peut pas... ça a des conséquences très importantes. Privation de liberté, pour le moins. Donc il est normal que tout ça soit étudié de très près, même si, encore une fois, on est parfois impatient et on aimerait bien voir la lumière au bout du tunnel. Oui, il y a un sentiment anti-français qui s'y dégagé lors de ces événements. On l'a vu également au Mali. Le comprenez-vous? Alors, c'est évidemment que je le comprends. D'ailleurs, ça nous fait mal. Enfin, en tous les cas, personnellement, ça me fait mal. Parce que, bon, moi, je considère, pour être venu plusieurs fois au Sénégal, c'est la 5e fois, mais pour être allé souvent en Afrique, je suis allé aussi bien en Afrique du Sud, je suis allé en Somalie, je suis allé au Cameroun, je suis allé au Mali, justement, où j'ai interviewé l'ancien président Alpha Omar Konaré. Donc, à une époque, si vous voulez, je ne veux pas dire qu'on était bien accueillis, qu'on était accueillis à bras ouverts partout, c'est pas vrai. La période de coloniale, c'est des traces qui vont durer encore très longtemps. Et je le déplore, je ne suis pas de cette génération, donc je ne peux pas me sentir coupable, et puis je ne crois pas que la repentance arrangerait bien les choses, bien qu'on le réclame en permanence. Mais en revanche, oui, ce sentiment anti-français, ça fait quelque part, ça fait mal. Je la vois aujourd'hui s'exprimer surtout, cette voix anti-française au Mali, avec des mouvements patriotiques. Avec la force Barkhane qui s'est déplacée au Niger. Oui, mais quand vous voyez, on va dire par exemple les Français dehors sur des slogans, des banderoles, des bannières, etc., pourquoi pas? Mais quand on dit en même temps parfois français nazi, je trouve qu'aujourd'hui, on emploie aussi les mêmes termes, d'ailleurs curieusement,
en Ukraine, où on va les traiter également de nazis. Autrement dit, pour certains, tout le monde serait des nazis. Enfin, à l'exception des intéressés qui apportent les accusations. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est très choquant. C'est parce que la France-Afrique, ce cordon ombilical est toujours de rigueur dans les relations entre la France et l'Afrique. Moi, je dirais, je comprends quand les gens disent que dehors la France, mais je n'y adhère pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un village planétaire, mondial, où chacun a besoin de l'autre. Ça s'est vu, les activistes qui, à un moment donné, disaient France dehors, on a vu des Gambiens dire les Sénégalais dehors. Le problème, par contre, qu'il faut résoudre, c'est qu'on soupçonne, mais ce n'est pas le peuple français. On peut soupçonner le gouvernement français d'avoir un agenda. Ce qui s'est passé au Mali est très évocateur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait un sentiment finalement de rejet de la politique française? En 2012, qu'on le veuille ou non, si ce n'était pas la France, le Mali allait être rayé de la carte. François Hollande, oui. François Hollande, avec une colonne presque de 650, avec la colonne djihadiste qui allait s'emparer du Mali, de Bamako, il a dépêché à peu près 640 militaires pour stopper l'avancée des djihadistes. Et ça a été véritablement une liesse populaire. La question qu'on se pose après, comment une armée de libération est devenue une armée d'occupation? Et c'est ça la véritable question. Parce qu'il y a des intérêts, non, en jeu? Non, justement, parce qu'il y a des intérêts, certes, mais il y a aussi un calcul de la diplomatie française qui n'était pas très correct. Sinon, je dirais même, il y avait un agenda du gouvernement français. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand le Mali, qui est plus grand, comme vous le savez, deux fois plus grand, pour certains diplomates français, le Mali devait être divisé dans leur entendement. Et quand ils ont commencé à reconquérir les territoires à l'est sur les djihadistes, arrivés à Gao, ils ont dit aux forces maliennes, non, vous arrêtez là, nous, on va continuer avec les Tchadiens. Mais dans leur idée, ils avaient un accord tacite pour demain faire des Touaregs, créer un État pour le Touareg. Et les Maliens ont compris effectivement que cette population qui ne représente à peu près 2% de la population, c'est comme aujourd'hui au Sénégal, si on voulait coûte que coûte faire de la Casamance un pays indépendant. Et ce que effectivement, ça a créé le soupçon de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi il y a une réaction. Mais il faut quand même se dire, il y a le mérite de l'opération Barkhane, c'est-à-dire, si ce n'était pas l'opération Barkhane, on risquerait de parler un État islamique. N'est-il pas temps? Oui, allez-y. Lorsque vous parliez notamment des intérêts, il y a à propos parlons de la France. Mais les pays n'ont pas d'amis. Bien sûr. Les pays ont des intérêts. Vous voyez, aujourd'hui, on a aussi beaucoup parlé de la présence d'éléments des mercenaires du groupe russe Wagner. Mais Wagner, si vous voulez, on le sait aussi maintenant, parce que quand même les choses finissent un jour par émerger. On sait que, par exemple, dans ces bagages, il y a également des géologues qui viennent avec Wagner. Il y a d'ailleurs des compagnies minières qui dépendent du même groupe que Wagner. Et à chaque fois, c'est le même principe. Ils l'ont fait également en République centrafricaine. Donc, à la limite, si vous voulez, que l'on ait pu parler d'intérêt français, pourquoi pas, je ne peux pas en parler ici, mais que l'on parle également demain peut-être d'intérêt russe, à travers même les mines qui peuvent se trouver au Mali, comme ils pouvaient se trouver d'ailleurs en Centrafrique, c'est tout à fait la même chose. Donc, vous savez, je crois qu'en fait, on peut toujours soupçonner, mais le soupçon, il est aussi valable pour... Mais ce soupçon est réel ou factice? Je ne sais pas, moi je ne suis pas sur place actuellement au Mali pour pouvoir le dire. Mais en tous les cas, il s'avère bien. D'ailleurs, vous avez le Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, qui a dit à un moment donné, mais les mines nous appartiennent, on en fait ce qu'on veut. Et c'était sous-entendu, après tout, si même on paie les mercenaires Wagner avec le produit de mine par des concessions qui leur seraient apportées, c'est notre affaire, c'est l'affaire de personne d'autre. Donc il sous-entendait bien par là qu'à la limite, il y avait aussi des intérêts russes au Mali à partir de l'arrivée des Wagner. Et c'est possible aujourd'hui de redéfinir les relations qui existent entre l'Afrique et la France? Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui doit se faire. Il faudrait redéfinir notre partenariat avec la France. Mais redéfinir notre partenariat avec la France, c'est d'accepter un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche aux Français? Mais le président Macron représente la France, les intérêts de la France. Aujourd'hui, le problème qu'on a, on a des chefs d'État qui ne représentent pas leur pays.
Parce que si on représente ces pays, on représente ses intérêts. Moi, je n'ai rien à reprocher au peuple français ou au peuple russe. Leurs présidents sont installés pour représenter les intérêts de leur pays. Par contre, nous avons une faiblesse de nos dirigeants et nous constatons que dans tous nos rapports avec l'Occident, on est en position de faiblesse. En revanche, je voulais revenir aussi sur le Mali. Rapidement, oui. Rapidement sur le Mali, pour dire que le Mali est un pays indépendant. Oui. Mais la question que je me pose, aujourd'hui, l'arrivée de Wagner est là pour repousser les djihadistes, ou bien, c'est une interrogation personnelle, ou bien pour essayer de protéger la junte militaire malienne. Est-ce que réellement, parce que quand on regarde aujourd'hui la trajectoire de cette histoire, on se rend compte que le groupe Wagner, comme en RDC, est là pour protéger le gouvernement en place. Est-ce que cette situation, nous restons au Mali, Jean-Luc Duval, est-ce que cette situation ne sert pas de terreau aux djihadistes? Là, c'est difficile à répondre à une telle question. Avant peut-être d'y répondre, mais je voudrais aussi rebondir sur ce que vient de dire Ibrahim Thiam à propos par exemple de la Casamance, avec des revendications d'indépendance. On pourrait très bien dire peut-être, je ne sais pas si on le dit, en Casamance, dehors le Sénégal, je ne sais pas. Mais vous avez également la même chose aujourd'hui que nous vivons en Corse. Ce ne sont pas les mêmes réalités quand même. Tout à fait d'accord. Oui. Et que nous vivons nous-mêmes en Corse. Et là aussi, ce n'est pas la même réalité. Oui. Nous voyons en Corse actuellement, oui, avec ce qui se passe ces derniers jours, vous avez des Corses qui disent la France dehors. Donc vous voyez, on a des mouvements séparatistes. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Oui. Vous avez des États séparatistes, dans le Donbass notamment, qui ont justifié l'intervention russe en Ukraine. Donc vous voyez, il y a des mouvements indépendantistes un peu partout dans le monde, et qui sont souvent à l'origine, effectivement, de conflits armés, parce que ça débouche toujours de cette façon-là. Comme le disait mon ami Ibrahim Thiam tout à l'heure, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse plus la place au dialogue. On fait très facilement et très rapidement parler les armes. Et pour dire aussi un mot du Mali, si vous voulez, en tant que là aussi observateur, journaliste, moi ce que je trouve très inquiétant, c'est que vous avez là quand même au pouvoir une junte militaire qui est là quand même à l'issue de 2 putschs qui se sont produits dans l'espace d'à peine 2 ans. Et qui normalement avait accepté avec la CEDEAO des délais, ce qu'on appelait la transition. Or ces délais n'ont pas été respectés. Et actuellement, ils tentent de négocier parce que la junte semblerait vouloir rester 4 ou 5 ans, quand la CEDEAO demande évidemment c'est 24 mois et 16 mois. Mais la racine du mal, ou bien l'ennemi commun, doit être le terrorisme, non? Parce que vous consacrez un chapitre parlant du terrorisme au Mali. Oui, l'ennemi commun est le terrorisme. Et le terrorisme aujourd'hui est véritablement la gangrène de notre société, avec la montée souvent des souverainistes et partout dans le monde. Ce qui se passe actuellement en France avec Zemmour, ce qui se passe avec des discours séparatistes qui construisent des murs entre les populations. Oui, et justement ce qui se passe au Sénégal avec des groupes, des activistes qui sont là uniquement... Vous pensez que c'est le même discours séparatiste? Oui, parce que c'est un phénomène pour moi international, mais qui ont effectivement des significations différentes. Mais c'est exactement pareil. Nous sommes en face aujourd'hui de personnes que je dirais pas souverainistes, mais plutôt des va-t-en-guerre, qui sont, même concernant la pandémie, on a ces positions-là assez fermes. Oui. Je voudrais juste aussi dire, par exemple, parce qu'on peut s'interroger, et vous avez bien raison, c'est une très importante question, sur les sources, l'origine, le terreau du terrorisme. Mais vous avez aussi, par exemple, la précarité, la pauvreté. Le terrorisme prospère parce que là où il y a pauvreté. Et comme le Nigeria, par exemple. Par exemple, regardez par exemple dans certains pays où il y a eu des actes terroristes, je pense à la Tunisie, qui sont des pays très touristiques, par exemple. Mais il est évident qu'il y a une partie de cette économie liée au tourisme qui s'est effondrée au lendemain d'actes terroristes. Donc vous voyez, d'un côté, on fait tout en sorte pour appauvrir un pays par des actes terroristes, et après, lorsque le pays est appauvri, qu'il se retrouve dans cet état de précarité, eh bien le terrorisme prospère par ses idées, par l'idéologie qu'il véhicule. Mais là, Jean-Louis, Jean-Yves, je veux juste rajouter une chose. Il y a aussi une responsabilité des Occidentaux. Il faut quand même le souligner. Le terrorisme dans le Sahel, c'est lié à quoi? C'était lié à la destruction de la Libye. Forcément. Et quand la Libye... Et qui a détruit la Libye? Ce sont les Occidentaux. Oui. Et quand les Occidentaux ont les arsenaux militaires se sont éparpillés partout, des groupes djihadistes se sont emparés et maintenant veulent imposer leurs lois. C'est pourquoi... Un seul pays qui a 2 premiers ministres, par exemple, la Libye. Donc, il faudrait se dire que le terrorisme également a été
quelque peu favorisé par les Occidentaux dans le Sahel, plus particulièrement dans le Sahel. Et partout où il y a également des guerres. On dit souvent, si vous voulez, que l'enfer est peuplé de bonnes intentions. Quand il y a eu des interventions, et on ne peut pas la défendre, en Irak par exemple, parce qu'il s'agissait de mettre à bas un dictateur, Saddam Hussein. Mais la France avait dit non avec Villepin. Oui, mais ce que je veux vous dire, si vous voulez, on est parti avec l'idée plutôt de mettre fin aux agissements d'un dictateur. Ça a été un peu la même partition avec la Libye. Ça a été de dire mettre fin à un dictateur qui ressemblerait à tout. Mais il parlait d'armes de destruction massive en Irak. Mais oui. C'était en leurre. Non, mais ça a été présenté par les Américains. Oui, forcément. Et ça a été au contraire contrarié par Dominique de Villepin lors d'une fameuse réunion à l'Assemblée générale. Exactement. Parlons de terrorisme parce qu'il n'a pas de frontières. Au Sénégal, il y a une loi, et vous en parliez dans cet ouvrage, qui a été votée pour durcir un peu la loi sur le terrorisme. Mais vous dites, Ibrahima Thiam, que c'est une loi pour un peu rétrécir les libertés publiques. Pourquoi? Mais en fait, les juristes se sont interrogés qu'on a un arsenal juridique tellement complet et tout est complet. En fait, on soupçonne l'État sénégalais de vouloir museler l'opposition. Il y a toujours un soupçon. Mais le soupçon, c'est ce qui fait effectivement, c'est le doute. Oui. Et le doute est permis dans tout. Et c'est un vrai poison. Pourquoi pensez-vous qu'une loi contre le terrorisme toucherait les hommes politiques? Non, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. Vous en doutez pas, je ne suis pas juriste. Mais effectivement, à la lecture de ce qu'a dit Maître Ndoye sur cette question-là, il nous a véritablement édifié en disant que tout l'arsenal juridique était là pour combattre le terrorisme et que tout autre rajout consisterait finalement à vouloir quelque peu museler l'opposition. C'est souvent, si vous voulez, des législations, on le retrouve aussi en Europe, ne vous y trompez pas. Le terrorisme a bon dos. Attendez, pardon. Et par exemple en France, qui, au-delà effectivement d'une idée de départ, est parfois attentatoire aux libertés publiques. Donc on comprend bien qu'effectivement ces lois doivent être examinées de très très près, parce qu'on peut très vite effectivement les saisir et les exploiter dans un but très différent. Le terrorisme a bon dos partout pour l'exécutif. Le terrorisme a bon dos pour un peu rétrécir les droits humains. Je ne sais pas s'il a bon dos, mais il en a en tous les cas, souvent, il a pour conséquence parfois la restriction des libertés publiques. En tout cas, le Mali, le Niger, le Tchad sont des États un peu, la zone des 3 frontières, sont des zones actuellement qui sont minées par le terrorisme, des États où il y a eu une succession de coups d'État, le Mali, le Niger, mais également le Tchad. Comment expliquer un peu cette résurgence des coups d'État en Afrique, Ibrahima Thiam? Comment je l'explique? D'abord, je déplore cela, parce que je pense que la place des militaires est dans les casernes, et qu'une démocratie n'est forte que lorsque les militaires sont dans les casernes. Tout à l'heure, je disais que l'un des premiers points de départ, c'est l'éclatement de la Libye. Et à partir de là, des groupes armés se sont formés et veulent s'emparer du pouvoir. De notre côté aussi, il faut quand même se déplorer le viol des constitutions par les présidents élus. La question du 3e mandat. La question du 3e mandat. Donc, tout cela renforce l'instabilité dans nos pays. C'est un mélange de terrorisme et un mélange d'antidémocratie, parce qu'on a d'un côté des chefs d'État qui sont élus régulièrement et qui veulent durer dans le pouvoir. Et de l'autre côté, on a des militaires qui se disent que bon voilà, c'est le seul moyen d'accéder au pouvoir. Ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique arrive à tenir ses promesses au niveau démocratique, que nos hommes politiques respectent leurs engagements. La seule particularité, je vous relance, la seule particularité pour ces coups d'État, c'est qu'il y a un soutien populaire derrière. Oui, enfin ça, c'est encore parfois à vérifier. On n'en connaît pas véritablement la dimension, l'importance. Il y a eu des marches, par exemple, ou bien des manifestations pour soutenir les États ou bien les militaires qui ont fait le putsch pour faire un clin d'œil au Mali. Encore une fois, je ne suis pas si sûr que ça représente la majorité de la population. Non, je ne dis pas. Je dis qu'il y a un soutien populaire. Ça peut être l'écume de la vague. Permettez-moi de vous dire aussi quelque chose, en complément encore une fois à l'échange précédent. Il y a deux choses que j'aimerais aussi vous soumettre. D'abord, on croyait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avoir vu la disparition des différents empires. L'Empire soviétique notamment, avec la chute du mur de Berlin et tout ce qui s'en est suivi. Et on a vu au contraire réapparaître ces dernières années, ces derniers mois, mais ces dernières années, l'émergence de ces grands empires. L'empire russe, qui n'est plus soviétique, vu par Vladimir Poutine, qui voudrait surtout retrouver l'ancienne Russie
dont l'Ukraine est notamment le berceau, la Russie et la Biélorussie. Vous avez l'Empire américain, vous avez l'Empire chinois, et vous avez l'Empire ottoman. Regardez les Turcs qui jouent aussi, leur partition, qui ont une influence très grande, de plus en plus grande, et aussi bien en Afrique. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Puis le deuxième point que je voudrais vous soumettre, c'est qu'on voit aussi, si vous voulez, deux choses s'affronter maintenant. On voit les régimes autoritaires qui sont face à la démocratie. Et vous avez effectivement, notamment en Afrique, vous citiez l'exemple des 3 ou 4 pays que vous venez d'évoquer, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, etc., une tentation pour des régimes autoritaires, au détriment justement de la démocratie. Et là, je crois qu'il faut y faire très attention. Et quand on parle par exemple du Sénégal, qui a la chance de vivre en démocratie, eh bien d'éviter de succomber à ce risque totalitaire. C'est un retour à l'ancien monde, si on voit un peu la cartographie développée par Jean-Yves Duval avec le retour des empires. Il y a un nouvel ordre mondial qui se crée, effectivement. Avec les bombes? Non, avec la construction des empires, il a bien dit, il y a l'empire soviétique qui se crée. Malheureusement, là, je mettrai un bémol, parce que l'empire soviétique qui aurait pu se créer par Vladimir Poutine sera un échec. Pourquoi? Parce que la guerre d'Ukraine a montré que les autres pays de l'Est se sont plus arrimés maintenant à l'Occident, ce qui a affaibli. Donc, Poutine a permis de redynamiser en réalité le bloc de l'Est vers l'OTAN. Ce qui fait que l'empire, je mettrai un bémol pour l'empire soviétique, quand bien même l'empire russe plutôt que soviétique. L'empire russe, quand bien même s'il gagne cette guerre, on voit bien la Moldavie, la Pologne, tous les pays de l'Est se sont plus arrimés vers l'OTAN. Effectivement, il y a la résurgence des empires. Il y aura l'empire chinois qui se crée. Il y a également l'empire ottoman, qu'on dit l'empire turc, qui, par l'influence économique, politique et militaire, est en train de prendre sa part. Ce qu'il faut se dire, l'Afrique ne doit pas être effectivement à la merci de tous ces empires. Oui, j'ai un mot pour ça, c'est vassaliser. Oui, après. Oui, allez-y. Il ne faut pas que, justement, il faut pas que l'Afrique se vassalise. Pourquoi? Parce que nous ne devons plus dire, on va sortir du colonialisme européen ou bien français pour se mettre à la merci des Russes ou se mettre à la merci des Turcs. Et ce que je déplore, beaucoup auprès de certains de nos compatriotes, c'est de dire que, ben voilà, la France dégage, maintenant nous devons prendre la Chine, nous devons prendre autrement. Aujourd'hui, il faut changer totalement de logiciel. L'Afrique doit être un empire comme les autres empires. Parce que nous sommes aujourd'hui l'avenir de l'humanité, parce que nous sommes le seul continent qui peut présenter autant de potentiel de ressources. Je vais ajouter, s'il vous plaît, quelque chose. Aujourd'hui, vous avez des pays africains qui, effectivement, se tournent vers la Russie, et c'est leur choix. Et je n'ai pas du tout l'intention de les discuter. Et c'est souvent pour des raisons sécuritaires. On voit, par exemple, il vous l'a expliqué tout à l'heure avec le Mali, mais c'est vrai ailleurs, la RCA, par exemple. À côté de ça, curieusement, ces mêmes pays africains vont souffrir demain terriblement, par exemple, de la guerre qui se passe actuellement avec l'Ukraine. L'Ukraine qui comme est le monde d'ailleurs, oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez très bien que malheureusement, les pays du Nord vont mieux s'en sortir dans l'approvisionnement alimentaire que les pays du Sud, qui eux, au contraire, vont être victimes d'une pénurie alimentaire. Et donc vous avez ces pays africains qui, d'un côté, remettent leur destin entre les mains pour des raisons sécuritaires, avec par exemple l'allié russe, et qui aujourd'hui va être privé de céréales parce que le premier fournisseur à 90% de blé, de maïs et autres vient de l'Ukraine ou de la Russie. Mais les pays africains ont leur souveraineté, de choisir leurs alliances et le partenariat économique. Mais je rejoins tout à fait Ibrahima lorsqu'il dit en revanche, attention, on nous a fait suffisamment le procès à la France. Vous parliez de France-Afrique. Moi, je dis plutôt d'ailleurs, on parle de sommet aujourd'hui Afrique-France et non plus France-Afrique. Mais attention, il y a les mots qui changent, mais la réalité reste de même. Parce que c'est plus tout à fait pareil. Il y a le président Macky Sall, par exemple, qui parlait un peu des tirages oui, non, mais d'accord. Exactement, mais pour demander un peu. S'entendent par moment. Oui. Regardez, quand le président Macron a appelé Macky Sall il y a quelques jours, en s'adressant au président de l'Union africaine en exercice, lui dire il faut qu'on trouve une solution pour faire face à la pénurie alimentaire. Et bien entendu que tout va être mis en commun pour essayer de faire en sorte que cette crise soit la moins douloureuse possible pour les pays les plus déshérités, les plus précaires. Donc vous voyez, bien sûr qu'il y a toujours ça, mais en tous les cas,
que le reproche que nous a fait de cette colonisation, même encore aujourd'hui peut-être rampante, eh bien, que vous ne la reprovoquez pas aujourd'hui avec d'autres, cette fameuse vassalisation à l'égard de qui que ce soit. De la Turquie, peut-être pour des raisons d'ailleurs religieuses, parce que l'islam et économiques, on a des raisons économiques, des raisons militaires, on a Dakar Arena, on a etc., des infrastructures. Nous allons finir avec l'eau. C'est important, la guerre de l'eau. Vous en parlez dans cet ouvrage. Le Forum mondial de l'eau a été organisé à Dakar du 21 au 26 mars. Un forum qui était important selon vous? Important, mais qui a montré aussi la guerre de l'eau, parce que la guerre d'institution de l'eau. Paraît-il, il y a eu le forum de Macky Sall et l'autre forum du maire de Dakar, ce qui est ahurissant dans ce pays. Et ce qu'il faut regretter aussi, aujourd'hui en venant, dans beaucoup de quartiers de Dakar, il n'y a plus d'eau. C'est un paradoxe. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais lorsqu'on a traité ce sujet-là, d'ailleurs, nous, on a traité aussi au niveau plus global. Oui, le Tibet, la Chine, oui, exactement. On parlait du cours du Niger, on parlait du cours de plus grand qui traverse 6 pays africains. Et ça va être véritablement un enjeu, de même qu'on sait que l'enjeu écologique, l'enjeu environnemental va être très important dans les années, les décennies qui vont venir. L'enjeu de l'eau va être considérable. Qui sera propriétaire, détenteur de l'eau, évidemment, et on va avoir des conflits, peut-être très meurtriers, qui vont naître d'ailleurs demain sans doute à cause de cette guerre de l'eau. Donc l'eau plus généralement va devenir un véritable enjeu terrestre. Dernière réaction, le temps, oui, allez-y. Juste pour revenir sur l'eau, dans le conflit israélo-palestinien, l'enjeu c'est également l'eau. Oui, exactement. En tout cas, Ibrahima Thiam, merci d'être là. Merci, tout le plaisir est pour moi aussi d'être là. Un plaisir également de recevoir Jean-Yves Duval, merci d'être là. Merci Papel Goutsar, merci beaucoup. C'est un plaisir également, merci à toute la noblesse anodine, les travailleurs de l'homme qui ont permis un peu de réaliser cette émission. Rendez-vous pour un autre espace du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.